Imaginez un instant le son du champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Pour un soldat allié, terré dans sa tranchée, le pire de ses cauchemars avait une bande-son bien précise. Un vrombissement aigu, presque comme un tissu se déchirant à une vitesse impossible. C'était le cliquetis infernal de la MG42 allemande, une arme si diaboliquement rapide qu'elle a gagné le surnom de Seed Hitler, car elle déchirait littéralement l'air et les nerfs de ceux qui l'entendaient. Mais de l'autre côté de la tranchée, le soldat allemand ne craignait pas la vitesse. Il craignait quelque chose de bien plus primaire. La terreur allemande n'était pas un vrombissement, c'était un coup de tonnerre. Un impact unique et dévastateur qui signifiait l'annihilation instantanée. Ce n'était pas la vitesse, c'était la force brute, à son état le plus pur. Une force si colossale qu'on la baptisa d'un nom qui dit tout, le hachoir à viande. Nous parlons, bien sûr, de la M2 Browning et de sa cartouche de calibre .550. Mais si vous croyez qu'il ne s'agit que de l'histoire d'une arme plus grosse et plus puissante, vous vous trompez. La véritable raison de la haine viscérale que les Allemands lui vouaient est bien plus sombre, plus personnelle et, comme vous pouvez l'imaginer, infiniment plus effrayante. Parce qu'à la guerre, un soldat pouvait survivre à une balle, mais personne ne survivait à cette balle. Pour comprendre l'origine de cette bête d'acier, nous devons remonter à la guerre précédente, dans la boue et le sang de la Première Guerre mondiale. Là, sur un champ de bataille qui se réinventait chaque jour, les généraux ont dû faire face à une terrible vérité. Leurs armes étaient devenues obsolètes. Leurs mitrailleuses, la fierté de leurs armées, tiraient parmi les mêmes de munitions qu'un fusil d'infanterie. Et ça, soudainement, ça ne servait plus à rien. Pourquoi ? Parce que de la boue avaient même surgi de nouveaux monstres, des cauchemars d'acier sur chenilles, appelés chars, et dans le ciel, des aigles de métal qui crachaient du feu. Contre eux, les balles de fusil étaient comme des pierres. Elles se rebondissaient pathétiquement sur leur blindage. La guerre avait changé ses règles pour toujours, et il fallait, désespérément, un nouvel outil pour jouer à ce jeu mortel. Un outil bien plus grand et bien plus terrible. Un marteau pour les dieux. Le général John Pershing, un homme forgé par le combat, observait avec impuissance ses soldats affronter un nouveau type de guerre. Il a vu les balles de ses hommes rebondir inutilement sur l'acier épais des premiers chars allemands. Il a vu les avions ennemis survoler ses lignes avec une arrogance presque insultante. Sa frustration s'est transformée en un ordre direct, une exigence qui allait changer l'histoire. Il avait besoin d'une nouvelle arme. Il ne voulait pas quelque chose d'un peu mieux. Il voulait un marteau des dieux, capable de pulvériser ces nouveaux monstres avec une efficacité brutale et définitive. Cette requête, presque une supplique désespérée, ne pouvait pas être confiée à n'importe qui. Elle est stolée directement entre les mains du seul homme en Amérique capable d'accomplir un tel miracle. John Moses Browning, le maître, le Léonard de Vinci des armes à feu. Les exigences qu'on lui a présentées étaient loin plus qu'un défi. Elles étaient une gifle à ce que l'on considérait comme possible dans la balistique de l'époque. Il voulait une mitrailleuse capable de cracher un projectile d'un demi-pouce de diamètre à une vitesse dépassant les 820 mètres par seconde. Il ne cherchait pas à perforer, il cherchait à anéantir. Browning, un génie pragmatique, n'est pas parti de zéro. Il a pris sa déjà légendaire et fiable M1917, refroidie par eau et, dans un acte d'ingénierie brutale, lui a fait suivre une cure de stéroïdes. Il l'a redessinée, renforcée et agrandie pour qu'elle puisse supporter la fureur d'une cartouche entièrement nouvelle et monstrueuse, la .50 BMG. Une cartouche née de l'extrapolation de la vénérable 3006 avec une pincée d'inspiration, ironiquement, d'une munition anti-char allemande capturée. À ce moment, dans l'atelier de Browning,
personne n'était conscient de l'ampleur de sa création. Il ne le savait pas, ne pouvait même pas l'imaginer, mais il venait de libérer un démon de la guerre. Ils avaient forgé la cartouche qui allait devenir une légende de sang et d'acier, destinée à écrire certaines des pages les plus terrifiantes des conflits à venir. Mais le chemin vers la légende commence presque toujours par un échec cuisant. Le premier prototype, baptisé M1921, était une bête indomptable, un monstre maladroit et absurdement lourd. La version refroidie par eau atteignait 55 kg et la version prétendument légère, refroidie par air, environ 38. À cela, ajoutez les 20 kg du trépied. Vous aviez sous les yeux un amas de presque 80 kg d'acier pur, et ce, sans compter une seule balle. C'était de la folie. Qui allait traîner une telle encre dans la boue et le chaos du champ de bataille? L'infanterie la rejetait sans ménagement. Ils avaient le pouvoir du tonnerre entre les mains, mais il était trop lourd pour l'emmener au combat. La bête indomptable, et il n'y avait pas que le poids. Si un soldat parvenait à la mettre en position, il faisait face à un autre problème, dompter la bête. Son recul n'était pas un simple coup d'épaule, c'était le coup de sabot d'une mule enragée, une force si violente qu'elle tentait de vous arracher l'arme des mains, projetant une pluie de douilles de la taille d'un pouce. Viser avec précision tenait plus de la chance que de l'habileté. La bête était tout simplement trop sauvage. Les fragiles avions de l'époque n'osaient même pas la monter. Leur fuselage en bois et en toile se serait désintégré, et dans les tourelles étroites des premiers véhicules blindés, sa conception était une impasse, car elle ne pouvait être alimentée en munitions que par le côté gauche, la rendant inutile dans la moitié des configurations. Le verdict initial fut unanime et déprimant. C'était un échec. Son seul rôle viable était celui d'un chien de garde statique sur la côte, une arme anti-aérienne qui entrait rarement en action. La grande création de Browning semblait destinée à rouiller dans l'oubli, une simple note de bas de page dans l'histoire militaire. Mais le destin de cette arme n'était pas encore écrit. Bien que John Browning, le maître, soit décédé en 1926, son héritage s'était resté entre les mains d'ingénieurs qui refusaient de laisser mourir sa vision. Ils ont vu le potentiel enfermé dans cette carcasse d'acier et se sont consacrés à le libérer. Ils n'ont pas créé une nouvelle arme, ils ont perfectionné un chef-d'œuvre. Avec une solution simple mais brillante, ils ont modifié les pièces internes pour que la bande de munitions puisse être alimentée par la droite ou par la gauche d'un simple ajustement. Soudain, elle pouvait être installée sur n'importe quel véhicule. Puis vint le coup de génie. Ils ont créé un récepteur universel, une structure unique sur laquelle on pouvait monter un canon refroidi par eau pour un tir soutenu, un canon lourd refroidi par air pour le combat terrestre, ou un canon léger et optimisé pour les avions. Ce n'était plus une seule arme, c'était un système d'armes complet, un caméléon d'acier capable de s'adapter à n'importe quel besoin du champ de bataille. Soudain, le concept ne semblait plus seulement prometteur, il semblait inarrêtable. Avec ses améliorations, l'arme est née une seconde fois, et avec sa renaissance, elle a reçu le nom qui allait entrer dans l'histoire, la M2 Browning, tandis que d'autres nations, comme l'Allemagne, investissaient dans des canons plus lourds de 20 ou 30 mm, croyant que la taille du projectile était tout, les stratèges américains ont fait un pari différent. Ils ont fait confiance à l'incroyable vitesse, à la portée et, surtout, à la polyvalence de leur calibre .50. Ce fut une décision audacieuse, presque une hérésie tactique. Et ce fut la bonne décision. Quand le monde a de nouveau été entraîné dans les mâchoires d'un conflit mondial, la M2 était prête, et sur les terrains d'entraînement, et lors des premières escarmouches, les soldats qui la manipulaient lui ont donné un nouveau nom, un surnom qui mêlait le respect, l'affection et la terreur, Madeus.
la mère d'eux, la mère de toutes les mitrailleuses. Et ils étaient sur le point de prouver au monde entier qu'ils n'exagéraient absolument pas. Le prédateur omniprésent. Lorsque la tempête de la Seconde Guerre mondiale a finalement éclaté, la M2 n'était plus une promesse, c'était une réalité brutale et omniprésente. Elle était partout, comme un prédateur qui se serait adapté à tous les écosystèmes du champ de bataille. Elle était les griffes d'acier des chasseurs P-51 Mustang qui déchiraient dommer les Messerschmitt dans le ciel d'Europe. Elle était le rugissement de défis depuis les ponts des navires, tissant un réseau d'acier contre les attaques kamikazes dans le Pacifique. Elle était l'aiguillon venimeux dans la queue des bombardiers, la dernière et mortelle surprise pour tout pilote ennemi trop confiant. Et au sol, sur son trépied, elle était le marteau de l'infanterie, le juge et le bourreau, qui dictaient qui pouvait avancer et qui ne le pouvait pas. Sa polyvalence était sa plus grande vertu. Elle était la réponse à presque n'importe quelle menace. Mais c'est dans les airs que son impact s'est fait sentir en premier et avec le plus de force. Les ingénieurs ont pris la version à canon léger et l'ont réglée pour la guerre à 600 km/h. Ils ont augmenté sa cadence de tir d'un solide 500 coups par minute à un stupéfiant 1200. Pensez-y bien, cette cadence était presque identique à celle de l'infâme scie de Hitler, la MG-42 allemande. En combat aérien, vous n'avez pas le temps de viser calmement. Vous avez une fraction de seconde, une fenêtre d'opportunité fugace avant que votre cible ne disparaisse. À cet instant, vous n'avez pas besoin d'un fusil de sniper. Vous avez besoin de déchaîner un mur de plomb, une pluie d'acier si dense qu'elle est impossible à esquiver. Et c'est ici que les planificateurs militaires américains ont poussé le concept de puissance de feu à un niveau qui frisait l'absurde. Le bombardier B-17, la forteresse volante, n'a pas gagné son surnom par hasard. Il l'a fait grâce au 13 M2 qui hérissait dès son fuselage, le transformant en un porc-épic métallique létal. Le chasseur bombardier P-47 Thunderbolt, une bête robuste et puissante, en portait 8, 4 dans chaque aile, capable d'effacer de la carte un train de ravitaillement allemand en un seul passage. Mais même cela pâlit face à la démence artillée du Douglas A-26 NV2. Cet avion d'attaque était tout simplement une aberration. Êtes-vous prêt pour ce chiffre? Il emportait jusqu'à 18 mitrailleuses M2, 8 montées dans le nez, 4 de plus dans chaque aile et 2 autres dans une tourelle dorsale. Ce n'était pas un avion avec des armes, c'était une batterie d'artillerie à laquelle on avait attaché des ailes. C'était littéralement un fusil à pompe volant géant, conçu avec un unique et sauvage objectif, viser quelque chose au sol et le faire cesser d'exister. Le hachoir à viande. La M2 n'a pas tardé à se forger une réputation sur le champ de bataille, mais ce n'était pas celle d'une arme précise ou élégante, c'était la réputation d'un boucher, parce que cette mitrailleuse n'était pas conçue pour blesser. Son but était d'effacer, de désintégrer, de faire en sorte que sa cible cesse d'exister. Un tir précis dans le moteur d'un chasseur ennemi ne se contentait pas de l'endommager, il le faisait exploser. Pour un pilote, cela signifiait voir ses instruments devenir fous, voir le moteur se gripper dans une explosion d'huile et de métal, transformant son avion en un cercueil de plus de 2 tonnes tombant en piqué. Et lorsque plusieurs de ces armes tiraient en même temps, elles créaient une zone de mort absolue. Rien, ni personne, n'était à l'abri. Les pilotes américains, enhardis par ce pouvoir, utilisaient de leurs ailes comme des plateformes d'artillerie. Lors de passages à basse altitude, le martèlement de leur M2 criblait de balles les locomotives jusqu'à les faire exploser, détruisait les convois de ravitaillement et s'acharnait sur les véhicules blindés allemands, cherchant toujours leur point le plus faible, le blindage mince du toit qui s'ouvrait comme une boîte de sardines sous l'implacable pluie d'acier. Très vite, la version à canon lourd
est devenu plus qu'une option. C'était un élément indispensable. Pour les tankistes et les soldats des semi-chenillés, la M2 est devenue aussi essentielle que le carburant ou la radio. En 1945, le paysage de la guerre avait changé. Des millions de M2 étaient sortis des usines. Ce n'était pas qu'elles étaient à de nombreux endroits, c'est qu'elles étaient partout. Et pour le soldat allemand moyen, cette omniprésence est devenue une source de frustration constante et, surtout, d'une terreur paranoïaque. Chaque jeep qui apparaissait à l'horizon, chaque semi-chenillé qui avançait sur un chemin boueux, chaque char Sherman qui couronnait une colline, tous semblaient hôtes d'arborer la même silhouette menaçante d'une calibre .50, montée et prête à déchaîner l'enfer. Une attaque d'un bombardier en piqué comme le Stuka, autrefois la terreur des troupes au sol, se transforma en une mission suicide contre un ennemi qui ripostait de toutes les directions. Mais pourquoi cette haine si viscérale? Qu'est-ce qui rendait la M2 si fondamentalement différente des autres armes? La première raison est aussi simple qu'écrasante, la puissance de feu pure et écrasante. Imaginez la situation, un soldat allemand, souvent avec l'ordre d'économiser chaque balle, faisait face à une armée qui semblait avoir des munitions infinies et qui n'hésitait pas à les utiliser. Mais la différence allait bien au-delà de la quantité. Recevoir l'impact d'une calibre .50 n'a absolument rien à voir avec être touché par un fusil. Ce sont deux univers de douleur et de destruction complètement différents. Pour que vous compreniez, imaginez la différence. Voici la cartouche Mauser de 8 mm que tirait la redoutable MG42 allemande. Une cartouche puissante et efficace. Et puis, il y a celle-ci, la .50 BMG. Ce n'est pas une balle, c'est un petit obus d'artillerie que vous pouvez tenir dans votre main. Et cette différence de taille se traduit par une chose, l'énergie. Le projectile du calibre .50 délivre sur sa cible entre 5 et 10 fois plus d'énergie que n'importe quelle autre arme du champ de bataille d'infanterie. Et cette énergie, c'est ce qui change tout. La fin des règles et cette énergie, sur le champ de bataille, changeait absolument tout. Cela signifiait que les règles fondamentales du combat d'infanterie, celles qu'on vous apprend pour rester en vie, ne s'appliquaient plus. L'abri, votre meilleur ami, devenait un piège mortel. Vous vous cachez dans une ferme, le projectile du calibre .50 ne fera pas un trou dans le mur. Il le fera exploser vers l'intérieur, projetant une pluie d'éclats de briques et de bois qui vous déchiquettera. Une rafale concentrée n'ouvrira pas une brèche. Elle abattra le mur entier sur vous, transformant votre refuge en votre tombe. Votre tranchée, votre bunker de sacs de sable soigneusement empilés, tout était inutile. La M2 les désintégrait, les balayait de la carte comme s'ils étaient en papier. Même les équipages des chars Panzer IV, qui se sentaient en sécurité à l'intérieur de leur forteresse d'acier, ont appris à craindre son son. Une rafale lourde ne pénétrait pas toujours leur blindage frontal, mais elle n'en avait pas besoin. Elle pouvait arracher les chenilles, immobilisant le char. Elle pouvait frapper la tourelle avec une telle force qu'elle la bloquait, la rendant inutile. Ou pire, elle pouvait trouver une soudure faible sur le blindage latéral et s'infiltrer à l'intérieur, rebondissant dans un enfer de métal chauffé au rouge. Et puis, il y avait l'effet sur un corps humain. C'est ici que l'histoire s'assombrit et que la légende noire de la M2 prend naissance. Parmi les troupes allemandes courait une rumeur, une croyance murmurée, avec peur dans les tranchées, que les Alliés utilisaient une arme interdite, un calibre si inhumain qu'il avait été banni par la Convention de Genève. Ce n'était qu'un mythe, bien sûr, mais un mythe né d'une réalité trop horrible pour être assimilé. Parce que l'effet du projectile sur le corps humain n'était pas une exagération, c'était la raison du mythe. Soyons brutalement directs. Si une balle de calibre .50 vous touchait,
Le résultat n'était pas une blessure. Il n'y avait pas de trou net d'entrée et de sortie. Il n'y avait pas de médecin. C'était simplement la faim. Elle vous touchait à un membre, et ce membre cessait d'exister, arraché net. Elle vous touchait au torse, et créait un cratère dévastateur. Il n'y avait pas de juste milieu, pas de blessé grave. Soit vous étiez hors de sa portée, soit vous étiez mort. L'énergie cinétique pure, transférée qu'aux corps humains lors de cet impact, créait un choc hydrostatique si violent que les règles de cette plateforme nous empêchent de donner plus de détails. Mais pensez-y de cette façon. Si une seule de ces balles pouvait transformer un bloc de béton en poussière et en débris, utilisez votre imagination. Pensez à ce qu'elle faisait à la chair et aux os. Les soldats allemands qui ont eu le malheur d'en être témoins ont été marqués à jamais, tourmentés par des images qui défiaient l'entendement. C'était ça, la véritable terreur du « hachoir à viande ». Ce n'était pas un surnom astucieux, c'était une description littérale et effroyable de ce qu'ils voyaient. Un problème tactique. Face à cette réalité brutale, les tactiques allemandes ont dû être réécrites à la volée. Les manuels d'assaut d'infanterie sont devenus obsolètes au moment où une M2 ouvrait le feu. Un assaut frontal contre une position défendue par l'une de ces bêtes n'était plus une manœuvre courageuse. C'était un suicide de masse, un moyen rapide d'être effacé de la carte. Le son caractéristique de la M2, ce thump-thump-thump grave et résonnant, est devenu un signal sans équivoque pour s'arrêter, chercher un abri et tout repenser. La nouvelle priorité dans toute attaque était toujours la même: faire taire le hachoir à viande. On déployait des snipers, non pas pour chasser des officiers, mais avec la mission spécifique de trouver le servant de la M2, l'homme exposé qui maniait ce pouvoir. On appelait les chars, non pas pour affronter d'autres blindés, mais pour qu'ils utilisent leur canon comme un fusil de sniper géant et détruisent le nid de mitrailleuses. Et quand tout le reste échouait, les obus de mortier pleuvaient, un tir indirect et désespéré dans l'espoir que l'un d'eux touche sa cible. La M2 n'était pas seulement une arme, c'était un problème tactique qui déformait le champ de bataille autour d'elle. Et pour comble de frustration pour les Allemands, ils n'avaient pas de réponse. Ils ne possédaient rien de comparable dans leur arsenal. Oui, ils avaient la MG42, une machine magnifique qui, montée sur son ingénieux trépied, la Fête, devenait un outil d'une précision et d'une portée létale. Mais elle était conçue pour supprimer et éliminer l'infanterie. La M2 était conçue pour détruire la matière. La MG42 était un scalpel affûté. La M2 était un marteau-pilon. Elles n'ont tiré d'un des munitions de catégories complètement différentes. Le respect que les Allemands portaient à la M2 était si profond qu'il frisait l'admiration. Ils en sont venus à élaborer des plans pour monter des M2 capturés sur les ponts de leurs sous-marins U-boot comme une ultime défense désespérée contre les avions alliés lorsqu'ils faisaient en surface. Ils se sont même donné la peine de fabriquer leur propre copie de la cartouche .50 BMG pour pouvoir les utiliser. Quand votre ennemi non seulement vous craint, mais essaie de voler et de copier votre technologie, vous savez que vous avez créé quelque chose de vraiment exceptionnel. Il reconnaissait dans sa puissance de la manière la plus directe possible, bien que les occasions de l'utiliser fussent rares. Mais l'histoire de la démence américaine en matière d'armement ne s'arrête pas là, car dans leur doctrine de la puissance de feu écrasante, la logique était simple et terrifiante. Si une M2 est si dévastatrice, que se passerait-il si on n'en utilisait pas qu'une seule? Le trône de la destruction. Dans l'esprit des planificateurs militaires américains, la modération était un concept étrange lorsqu'il s'agissait de puissance de feu. Ils se sont posé une question que seuls eux pouvaient se poser. Que se passe-t-il si l'annihilation provoquée par une M2 n'est pas suffisante? La réponse fut aussi simple dans sa conception qu'effrayante dans son exécution. En mettre 4 ensemble.
Ils ne se sont pas contentés de les visser sur une plateforme. Ils ont créé un trône de destruction. C'est ainsi qu'est sionné le M45, Maxon Quad Mount, un cauchemar d'ingénierie que les soldats surnommèrent avec un respect révérencieux, le Quad 50. Imaginez la scène. 4 M2 Browning, 4 hachoirs à viande, montés sur une tourelle motorisée qui pouvait pivoter à 360 degrés en un instant et pointer presque à la verticale vers le ciel. À l'origine, LLAP a été conçue comme la réponse définitive aux attaques aériennes à basse altitude. Contre un chasseur rapide qui passe en une fraction de seconde, une seule mitrailleuse pouvait manquer sa cible. Mais le Quad 50 ne tirait pas des balles. Il vomissait un mur de plomb et de feu à raison de 40 projectiles par seconde. Ce n'était pas une rafale, c'était un torrent, un tsunami de métal incandescent qui rendait impossible pour tout avion de le traverser et de survivre. Et comme on pouvait s'y attendre, il n'a pas fallu longtemps avant qu'un soldat sur le front, probablement en regardant la bête viser le ciel vide, ait une idée brutale et géniale. Et si on la tournait vers l'avant? À mesure que les Alliés gagnaient la supériorité aérienne et que la menace de la Luftwaffe diminuait, le Quad 50 a baissé son regard du ciel vers la terre, et il est devenu l'une des armes de soutien d'infanterie les plus redoutées de toute la guerre. L'effet de 4 M2 concentrant leur puissance sur un seul point défiait toute description. C'était, tout simplement, apocalyptique. Il ne s'agissait pas de tir de suppression, c'était un tir d'annihilation. Un bunker ennemi n'était pas neutralisé, il était vaporisé. Une maison en pierre n'était pas criblée de balles, elle s'effondrait jusqu'à ses fondations. Il pouvait balayer une rangée d'arbres, comme de mauvaises herbes, et transformer une charge d'infanterie en un massacre en quelques secondes. Cependant, il existait un terrible paradoxe. Manier cette bête faisait de vous instantanément l'homme le plus puissant du champ de bataille, un dieu temporaire de la guerre qui, d'une simple pression sur une gâchette, pouvait effacer ses ennemis de l'existence. Mais ce pouvoir avait un prix terrible. Il faisait aussi de vous la cible numéro 1. Le vacarme de 4 M2 tirant en même temps, la fumée épaisse et, surtout, les 4 éclairs brillants qui illuminaient votre position étaient lisses comme une flèche de néon géante qui criait à l'ennemi « Je suis là, venez me chercher !» Et pendant trop longtemps, ces servants ont été tragiquement exposés, assis sur leur trône de pouvoir, sans aucun bouclier pour les protéger des tirs de fusil, des snipers ou des éclats d'obus. Ils étaient le roi et le pion dans le même coup. Beaucoup d'entre eux ont payé le prix le plus élevé pour le privilège de déchaîner l'enfer, devenant la cible de toute la fureur ennemie. Et ainsi, au final, il est fascinant et presque ironique de réfléchir au parcours complet de la M2 Browning. Elle essaie donnée d'un échec apparent, une carcasse d'acier lourde, maladroite et peu pratique qui semblait destinée à accumuler la poussière dans les entrepôts de l'armée. Un design qui aurait pu être facilement abandonné et oublié. Et pourtant, nous voici, plus d'un siècle plus tard. Pensez-y, presque aucune autre pièce de technologie de la Première Guerre mondiale n'est encore utilisée aujourd'hui. Les voitures, les avions, les radios de cette époque sont des pièces de musée. Mais la M2, avec à peine quelques changements superficiels dans sa conception centrale, est toujours montée sur les chars, les navires et les hélicoptères des armées ennemies du monde entier. Des plages de Normandie aux jungles du Vietnam et aux déserts d'Irak et d'Afghanistan, sa silhouette et son son ont été une constante immuable de la guerre, alors que d'innombrables armes plus modernes et complexes sont nées et sont tombées dans l'obsolescence. Madeus refuse tout simplement de mourir. C'est le testament ultime du génie intemporel d'un design qui a privilégié la fiabilité par-dessus tout et de l'efficacité brutale et honnête d'un calibre qui n'a jamais eu besoin d'être amélioré.
C'est un outil parfait pour un but terrible, mais sa légende n'est pas seulement forgée dans sa longévité, mais dans son impact psychologique. Ce fut une arme qui n'a pas seulement changé l'issue des batailles, mais qui a altéré la perception même de la peur chez ses ennemis. Elle a instillé une terreur primale, le genre de peur que l'on ne ressent pas face à un fusil, mais face à une force de la nature. Telle est, et nulle autre, la sombre raison pour laquelle les soldats allemands non seulement haïssaient, mais craignaient profondément la M2. Ce n'était pas simplement une arme supérieure, c'était un monstre sur le champ de bataille, un monstre d'acier qui avait le pouvoir de faire quelque chose qu'aucune autre arme d'infanterie ne pouvait faire, effacer complètement la ligne fine, fragile et précieuse qui sépare un homme du néant. La ligne entre être en vie et, en un instant de tonnerre, tout simplement, cesser d'exister.